Peut-être avez-vous vu passer sur Instagram ou sur YouTube des vidéos d'influenceurs qui vous expliquent ce que c'est que d'être un vrai homme et comment affirmer sa masculinité dans une société devenue trop féministe. Ce sont des influenceurs qui se présentent souvent comme des sortes de guides qui permettraient aux hommes de prendre conscience de la réalité dans laquelle on vit, qui serait un monde où le féminisme a gagné et où les hommes en sortiraient affaiblis. Pour contrer cela, souvent ils proposent une unique solution qui serait celle de réaffirmer la masculinité traditionnelle. Ces influenceurs proposent des contenus très divers. On a Alex Hitchens qui s'offusque du body count de certaines femmes dans ses lives Instagram, et on est ici plutôt dans une sorte de divertissement malsain. Pas d'une femme qui a trop été utilisée. Moi, je connais cette histoire, par contre. Je pense, Peut-être que tu n'es pas une femme correcte aussi. Ensuite, tu as quel j'ai âge? un bon comportement avec les hommes. Oui, tu penses, Je tu n'es pense pas que j'ai un sûr. bon comportement avec les Tu hommes. penses, tu n'es pas sûr. J'ai C'est 36 bien. ans. Je pense est plus humble que je suis sûr. Déjà, tu vois, il y a peut-être quelque chose à creuser là-bas. T'as quel âge? 36 ans, c'est bien J'ai ça. 36 ans. Ok, déjà, t'as 36 ans. T'es pratiquement périmé. C'est normal. On a Valek et le Raptor qui clashent des militantes avec des idées marginales en croyant discréditer tout un mouvement. Et on a aussi des propos un peu plus construits comme ceux de Julien Rochdy qui se donnent des airs intellectuels mais qui souvent déforment les théories des auteurs qu'il cite. C'est vrai que quand une civilisation se résume au capitalisme, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à l'appétit des biens matériels et du pur matérialisme, eh bien alors on peut dire que c'est de gauche. Ces influenceurs font tous des contenus très différents, mais ils ont en commun de considérer le féminisme actuel comme un danger pour la société. C'est pourquoi on les appelle les masculinistes, parce qu'ils s'intègrent dans ce mouvement qui considère que les hommes deviennent de moins en moins virils à cause de l'influence du féminisme et que cela entraînerait la décadence de notre civilisation. Eh bien, la société, la civilisation a besoin d'hommes et a besoin d'hommes qui recherchent la virilité. C'est une thèse que soutient Eric Zemmour lorsqu'il dit que les hommes blancs occidentaux deviennent de plus en plus efféminés et que de ce fait, ils ne pourront plus se défendre face à des invasions étrangères. On observe souvent cette affinité entre le mouvement masculiniste et l'extrême droite. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des Mais hommes. bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le Elles ne partager. n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Pour justifier leurs propos, les masculinistes ont également tendance à s'appuyer sur les neurosciences et la psychologie évolutionniste pour affirmer que les inégalités entre les femmes et les hommes sont fondées en nature, et donc que l'idéal d'égalité est inutile, voire néfaste. D'après les masculinistes, les hommes et les femmes sont différents biologiquement, que ce soit au niveau des hormones, de la morphologie et du fonctionnement cognitif. Et de ce fait, ils auraient des personnalités différentes et devraient également avoir des rôles sociaux différents. On va commencer par établir certains constats d'ordre biologique. Tout d'abord, il y a des différences génétiques en termes de chromosomes sexuels. Également des différences hormonales entre les œstrogènes et la testostérone, qui sont des hormones qui vont permettre le dimorphisme sexuel à la puberté et qui impliqueront également une différence en termes de potentiel musculaire entre filles et garçons. Cependant, le problème dans leur discours, c'est qu'ils établissent un lien trop mécanique entre l'aspect biologique de l'être humain et son aspect psychologique et social. Ils en viennent à des conclusions très faciles, en partant du principe que la plupart des comportements humains sont de l'ordre de l'inné. Alors qu'on va le voir, dès qu'on fait rentrer en compte l'influence de l'environnement, ça devient beaucoup plus compliqué d'établir ce qui est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis, ce qui est de l'ordre de la nature ou de la culture. La virilité, c'est quelque chose d'essentiel dans la civilisation et c'est les hommes qui l'incarnent le mieux parce que de par notre biologie, la testostérone notamment, on est plus capable d'être connecté à cette virilité. Les masculinistes ont tendance à considérer que la testostérone est une hormone jouant un rôle très important dans la personnalité masculine.
Elle est associée à la domination et à l'agressivité. De nombreuses études ont montré la corrélation entre agressivité et testostérone au sein du règne animal. Sauf que les êtres humains sont une espèce qui est moins déterminée par la biologie que les autres animaux. Et c'est pourquoi on ne peut pas établir un lien si évident entre l'hormone et la personnalité d'un individu. En ce qui concerne les femmes, certains ou plutôt certaines masculinistes comme Thaïs Descuffon soutiennent que l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone de l'attachement, est uniquement réservée aux femmes et que si elles ont trop de partenaires, elles vont épuiser ce stock d'ocytocine limité jusqu'à ne plus du tout pouvoir s'attacher. Plus une femme a multiplié les expériences, moins elle produit d'ocytocine et moins elle est apte de s'attacher durablement à un homme. Nombre d'études révèlent le lien de causalité entre nombre de partenaires chez une femme pré-mariage et probabilité plus élevée d'un divorce. Premièrement, l'ocytocine n'est pas réservée aux femmes. Même si elles ont plus de récepteurs pour cette hormone, les hommes en produisent également. Deuxièmement, l'ocytocine n'est pas non plus réservée aux relations amoureuses. Elle est également générée au sein des relations amicales, par exemple. C'est globalement l'hormone de l'attachement. Et pour terminer, il n'y a pas de stock épuisable d'ocytocine. Ce qui veut dire que les propos de Thaïs Descuffon sont complètement faux et d'ailleurs plusieurs scientifiques ont démenti ce qu'elle a dit. Parlons maintenant d'une autre étude qui est assez connue et qui a été reproduite de nombreuses fois. C'est celle de la rotation mentale. Les résultats ont tendance à montrer que les garçons ont de meilleures capacités spatiales que les filles. Cette étude a même été administrée à des bébés de l'âge de 5 mois. C'est pourquoi certains chercheurs en viennent à affirmer que ces différences de fonctionnement cognitif seraient innées. Donc on montre l'objet en 3D à ce bébé, et puis on le fait tourner, on le présente sous différentes orientations, et puis au bout d'un moment, on présente l'image miroir de cet objet. Donc ça n'est plus le même objet obtenu par rotation. Et là, ce qu'on observe, c'est que les bébés garçons remarquent la différence, et ça se traduit par une augmentation de leur temps de regard vers ce nouvel objet. Alors que les filles, vous le voyez sur les 2 barres de gauche, elles ne manifestent pas de différence dans leur temps de regard, donc a priori ne détectent pas la différence entre l'objet et son image miroir. Et là, on parle d'expériences qui ont été effectuées entre 3 et 5 mois, autrement dit, à un âge où il est quand même assez peu plausible qu'on ait déjà biaisé la cognition de ces bébés par des traitements différents entre les garçons et les filles. Peut-être il y a une prédisposition cognitive chez les garçons qui est ensuite amplifiée par la socialisation, vu qu'on a tendance à donner aux garçons des jeux qui vont favoriser le développement des capacités spatiales, comme par exemple les Lego. Et d'ailleurs, les neurobiologistes eux-mêmes ont tendance à rappeler que les petites différences cognitives observées dès la naissance sont à nuancer, car ces petites différences vont ensuite être très largement amplifiées par une socialisation différenciée entre filles et garçons. Chaque individu détient de multiples gènes et certains vont s'exprimer ou non en fonction de l'environnement dans lequel ils se développent. C'est ce à quoi s'intéresse l'épigénétique, à cette interaction entre l'inné et l'acquis, entre le biologique et le social. Et c'est d'ailleurs bien plus compliqué de prendre les choses sous cet angle, sous l'angle de l'interaction, que de considérer que tel comportement est 100% inné ou 100% acquis. Et d'ailleurs, pourquoi sommes-nous si influençables par notre environnement, tandis que les autres espèces d'animaux, elles, sont plus déterminées par leur biologie? C'est dû à la plasticité cérébrale. Notre cerveau arrive à maturation au bout de 25 ans. On a un temps de développement bien plus long que les autres espèces. Et d'ailleurs, Harari explique dans Sapiens que cette particularité fait de nous des êtres sociaux, car pour que l'enfant humain survive, il faut que d'autres êtres humains s'occupent de lui pendant des années. Notre cerveau est donc plus modelable, et la culture va donc avoir une plus grande influence sur nos comportements. Dans toutes les cultures, il y a le développement d'une morale.
La morale est ce qui nous permet de vivre en société. C'est pourquoi elle peut aller à l'encontre de certaines pulsions primitives comme la pulsion d'agressivité. Les masculinistes ont tendance à présenter tout ce qui est de l'ordre du naturel, du pulsionnel, comme étant forcément bon, comme étant forcément sain. Et dans cette histoire, la société vient jouer un rôle assez négatif, assez castrateur. Sauf que les masculinistes passent à côté d'autres capacités cognitives que l'on possède également. Dans notre cortex préfrontal, nous avons les fonctions exécutives, qui nous permettent entre autres l'inhibition de l'impulsivité, la régulation des émotions, l'élaboration des règles et l'apprentissage. C'est ce qui globalement nous permet de ne pas agir sous le coup de l'impulsion. Si nous n'avions pas de capacité inhibitrice des pulsions, nous ne pourrions pas vivre en société. Donc réduire un homme à ses pulsions agressives, c'est le rendre antisocial. Et d'ailleurs, on décèle ici un paradoxe du discours masculiniste, car il considère que le féminisme vient réprimer les pulsions primitives des hommes, mais en même temps, le modèle d'homme que eux mettent en avant, c'est le modèle d'un homme civilisé. Il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Si vous voulez, il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. L'amour, c'est une tendre guerre, comme disait Jacques Brel. Mais c'est aussi une guerre. Donc il faut de la virilité, il faut de la force. Il ne faut pas, évidemment, prédateur, c'est un mot choisi exprès. Ce que je veux dire, c'est qu'une virilité humiliée, c'est la virilité humiliée, la virilité niée qui donnera la virilité violente et barbare. Donc une virilité civilisée, dites-vous. Exact, bien Donc sûr. ce n'est pas une incitation au Pas viol. du tout. 30 ans de discours féministes de déconstruction de la figure masculine produit plus tendanciellement, hélas, des barbares et des sauvages aujourd'hui, c'est-à-dire qui ne respectent plus la femme. D'ailleurs, une des expériences qui montre que l'inhibition de l'agressivité peut être apprise, c'est celle du célèbre psychologue Albert Bandura avec son expérience de la poupée Bobo. Lorsque le modèle violent était puni, l'enfant avait ensuite tendance à être moins violent avec la poupée, car il anticipait les conséquences de ses actes. On peut également faire le lien avec la théorie d'Elia sur le processus de civilisation. Nous développons un surmoi qui vient réguler nos pulsions primitives en nous rappelant les normes sociales. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon premier podcast, la civilisation, d'après Elias, s'est développée en même temps que cette capacité croissante d'autocontrôle, en même temps que le développement de ce surmoi dans la psyché humaine. Jusque-là, j'ai parlé des pulsions primaires violentes, mais nous avons aussi des pulsions primaires altruistes. Assez tôt dans le développement humain, on observe le développement de comportements violents autant que le développement de comportements altruistes. Dans l'expérience de Warneken et Tomasello, la grande majorité des enfants qui ont l'âge de 20 mois apportent de l'aide spontanément sans récompense matérielle. Les masculinistes ont tendance à avoir une vision de la nature masculine assez réductrice en la réduisant à l'agressivité, alors que comme on l'a vu, de manière générale, la nature humaine est remplie de pulsions primitives assez contradictoires qui peuvent autant être altruistes que agressives. Ce n'est donc pas aussi évident de la définir et de la fixer comme ils le font. Une des autres théories que les masculinistes mobilisent régulièrement pour justifier la domination masculine, c'est la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Ils affirment que la loi du plus fort s'applique aux sociétés humaines et donc que l'homme agressif est celui qui a le plus de chances de survivre. Le chercheur Patrick Thor s'appuie sur le livre de Darwin, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, pour montrer aux masculinistes justement qu'ils ont tort et que Darwin ne soutient pas un darwinisme social. Darwin a dit que la sélection naturelle a sélectionné chez les êtres humains les instincts sociaux d'altruisme, de solidarité, parce que c'est ces instincts qui assuraient la survie du groupe humain. Et de ce fait, l'espèce humaine est passée du modèle de la sélection naturelle au modèle de la civilisation. La civilisation s'est ensuite appuyée sur la morale
et l'éducation pour faire en sorte que les plus faibles soient protégés. Et à mesure que cette sélection d'instincts sociaux progresse et qu'elle s'adjoint un développement coextensif des facultés rationnelles, eh bien, on assiste à un renversement de la sélection naturelle en elle-même. La sélection naturelle, par le biais des instincts sociaux, va sélectionner la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle en favorisant les comportements altruistes, les comportements solidaires, les comportements d'assistance aux malades, aux infirmes, aux déshérités. Et cela va constituer très précisément ce que Darwin nomme la civilisation et dont le degré se mesure au prix qui est attaché dans une société à la vie humaine et à l'aide qu'elle procure à ses faibles. Finalement, le darwinisme social, dont les masculinistes font l'apologie, n'a pas été développé par Darwin lui-même, mais par Herbert Spencer, avec sa thèse de la survie du plus apte. D'après lui, les hiérarchies sociales sont le reflet des hiérarchies naturelles. Il faudrait également laisser se développer les guerres et les inégalités sociales afin que les plus aptes survivent et que les plus faibles soient éliminés. Un homme viril était nécessaire au Paléolithique pour aller chasser au loin et apporter de la nourriture au clan. Vous savez, l'homme n'a jamais cessé d'être un homme de Cro-Magnon. Jamais. Et vous et moi, nous restons des hommes de Cro-Magnon. Ils font souvent référence à l'âge des cavernes où l'homme irait chasser le mammouth et la femme resterait à l'intérieur de la grotte s'occuper des enfants. Sauf que ce n'est pas une théorie qui fait consensus au sein de la communauté scientifique. Harari rappelle que l'activité principale était la cueillette, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et que la chasse était une activité finalement assez exceptionnelle. En outre, c'est dur d'établir avec certitude le sexe des squelettes datant de plus de 200 000 ans. Et il y a également des chances qu'il y avait une grande diversité des modes d'organisation au sein des sociétés humaines en fonction des environnements dans lesquels nos ancêtres habitaient. La préhistoire fait l'objet de beaucoup de fantasmes et de projections, et ça se voit dans le discours d'Éric Zemmour, qui dit que la bestialité des hommes d'aujourd'hui s'explique par le passé des hommes des cavernes. Il rappelle que la virilité va de pair avec la violence, et que les hommes occidentaux sont des prédateurs sexuels, mais malgré tout civilisés. Ce qui, comme je l'ai dit plus tôt, est complètement antithétique entre les pulsions primitives et la notion de civilisation. Par contre, ce qui paraît assez évident, c'est que ce mythe préhistorique permet de justifier à la fois le viol, l'infidélité des hommes et la violence. D'après les masculinistes, les différences biologiques impliquent des différences de personnalité et de rôles sociaux. Pour eux, la testostérone et le potentiel musculaire plus important font que les hommes seraient plus aptes à gouverner et à prendre des risques, tandis que les femmes, avec des récepteurs d'ocytocine plus nombreux, seraient destinées à élever les enfants. Leur faible taux de testostérone les rendrait par contre inaptes à diriger et leur potentiel musculaire moins important les rendrait également inaptes aux travaux physiques. C'est qu'une civilisation, plus elle se développe dans son raffinement intellectuel artistique, plus elle doit faire très attention de maintenir en elle ce nerf viril incarné par les hommes essentiellement, mais qui peut être aussi incarné par des femmes. La virilité est aussi une chose qui est atteignable par les femmes. C'est comme l'alcool, si tu veux. Les femmes et les hommes peuvent boire de l'alcool, mais les hommes tiennent mieux l'alcool que les femmes, physiquement. La virilité, c'est la même chose. La virilité, le pouvoir, la politique, c'est la même chose. Certaines femmes d'exception peuvent boire très bien et peuvent même coucher certains hommes à l'alcool, mais la plupart, tendanciellement, tiennent moins bien l'alcool que les hommes. La virilité, c'est la même chose. Il s'appuie souvent sur des prédispositions physiques ou hormonales, mais on peut aussi entendre des fois des analogies qui sont faites avec la forme des organes génitaux. Souvent, ces discours s'appuient sur la psychanalyse. Le fait que l'homme ait un sexe extérieur ferait qu'il serait plus prédisposé à la conquête, à l'action et à l'exploration,
tandis que les femmes seraient plus prédisposées à l'intériorité et à la réception. Non, elles n'ont pas le pouvoir parce qu'il y a un rapport compliqué entre le pouvoir qui est symboliquement le phallus et les femmes, hein, dans toute la société humaine depuis des milliers d'années. Comme le souligne le politologue François Dupuy-Derry, ce sont des analogies assez bancales puisqu'on aurait pu faire une autre analogie. Dans son livre « La crise de la masculinité », il donne un exemple. Je cite « À vouloir jouer de métaphores et d'analogies, pourquoi ne pas plutôt avancer que les femmes sont les mieux placées pour inventer et fabriquer des capsules spatiales et des sous-marins, qui abritent astronautes et marins comme l'utérus abrite le fœtus. » On voit donc bien que ce symbolisme, ces analogies, peuvent être retournées dans tous les sens, manipulées pour soutenir toutes sortes de thèses. Mais pourtant, ils ont tendance à justifier leur discours en disant qu'ils adoptent malgré tout une posture objective. D'après eux, la division des rôles en fonction du sexe serait un système optimal et fonctionnel car il serait l'extension de prédispositions biologiques. Sauf qu'un système est fonctionnel toujours pour quelqu'un. Par exemple, l'organisation du travail à la chaîne, on pourrait dire que c'est un système objectivement optimal pour la production. Sauf qu'il est avant tout fonctionnel pour le patron qui se fera une plus-value plus élevée, alors que pour le bien-être du travailleur, ce n'est pas le système le plus optimal. Au sujet de la différence de potentiel musculaire entre hommes et femmes, la féministe Kate Millett reconnaît qu'il y a effectivement une différence qui est d'origine biologique en termes de potentiel musculaire, mais que ce potentiel musculaire est aussi encouragé à être développé culturellement chez les hommes. Dans La politique du mal, elle explique que la supériorité en matière de force physique ne sert à rien dans les relations politiques. La civilisation a toujours su substituer à la force physique d'autres méthodes comme la technique, l'armement ou encore la connaissance. Et d'ailleurs, il est aussi important de préciser que l'effort physique a surtout et toujours été réservé à ceux qui sont en bas de la hiérarchie sociale, que ce soit des hommes ou des femmes. Et d'ailleurs, qu'ils soient robustes ou non, ils n'avaient finalement pas le choix. Donc c'est plus l'appartenance de classe qui détermine l'usage de la force physique que le sexe. Le modèle de la ménagère qui reste à la maison et qui n'a quasiment aucun effort physique à fournir est vraiment restreint à une petite période historique. C'est vraiment les années 50. Mais quand on regarde dans l'histoire, les femmes ont toujours travaillé. On va maintenant s'intéresser aux contre-arguments que propose la sociologie pour démontrer que nos comportements ne relèvent pas uniquement de notre biologie. Tout d'abord, la sociologie considère que la masculinité et la féminité ne sont pas naturelles, mais sont le fruit de constructions sociales. C'est ce qu'on appelle le genre, ou encore le sexe social, qui se distingue du sexe biologique. Je précise cette définition du concept de genre, parce qu'il en existe également une autre qui relève de l'autodétermination et du sentiment individuel, et qui n'est pas celle que l'on va mobiliser aujourd'hui. La sociologue Marie Durubella explique dans son livre La tyrannie du genre comment le genre est appris aux enfants. Le genre est intériorisé depuis le plus jeune âge, et c'est pour ça qu'il est compliqué de distinguer plus tard ce qui relève de l'inné ou de l'acquis. Mais ce que souligne surtout Durubella, c'est que si ces comportements genrés étaient innés, il n'y aurait pas autant d'efforts déployés afin de faire en sorte qu'un garçon se comporte comme un garçon et qu'une fille se comporte comme une fille. Un élément qui montre bien l'importance de la socialisation, c'est qu'avant la puberté, il n'y a pas de différence de potentiel musculaire entre filles et garçons. Et pourtant, les très jeunes enfants ont déjà intériorisé qu'un garçon est censé être plus fort qu'une fille, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Très tôt, les parents ne formulent pas les mêmes injonctions à un garçon ou une fille. Les enfants ne sont pas incités à aimer les mêmes choses, ni à jouer au même jeu. La masculinité et la féminité se construisent en opposition. Être un garçon,
c'est d'abord ne pas être une fille, mais aussi en complémentarité, puisque le garçon et la fille sont censés se compléter au sein du couple hétérosexuel. Et ce qui montre bien que la masculinité et la féminité sont des normes, c'est que lorsqu'il y a déviance à la norme, il y a répression, ou tout du moins rappel à l'ordre. Par exemple, un petit garçon qui pleure pourra peut-être être traité de chochotte, et un peu plus tard peut-être de tapette. Et d'ailleurs, souvent, les rappels à l'ordre aux normes de genre sont également des rappels à l'hétéronormativité. L'enfant apprend son genre à travers la socialisation, puis il va le performer. Au départ, son environnement lui transmet des manières de faire, de penser et de sentir qu'il va intérioriser, puis il va devenir acteur et performer son genre. C'est la philosophe Judith Butler qui introduit cette conception du genre dans son livre Troubles dans le genre. Les hommes et les femmes adultes performent la masculinité et la féminité en suivant des scripts établis afin d'être considérés comme normaux aux yeux de la société. Finalement, les explications basées sur la biologie pour justifier les inégalités entre les femmes et les hommes sont assez récentes. Elles sont apparues en même temps que les débuts des sciences naturelles au XIXe siècle. Sauf que l'oppression existait déjà avant et était justifiée d'ailleurs par des doctrines religieuses. C'est un peu le même phénomène qu'on observe avec le racisme, puisqu'au XIXe siècle se développe la phrénologie, qui était une science établissant des mesures crâniennes afin de déterminer une hiérarchie entre les races, et ainsi afin de justifier l'esclavage. Sauf que l'esclavage existait avant, ce qui veut donc dire que l'oppression sociale existait avant sa justification scientifique. Voilà, c'est une sorte de parallèle qu'on peut établir. On peut effectivement partir du constat qu'il y a des potentialités différentes en fonction des corps, mais cela ne justifie pas le fait de réduire un individu à une fonction sociale. Les masculinistes surdéterminent l'individu par rapport à sa biologie. D'une certaine manière, ils lui enlèvent toute marge de liberté. C'est un peu une conception qui se rapproche de l'eugénisme. Et d'ailleurs, les masculinistes disent que les féministes sont totalitaires, alors que ce qui apparaît totalitaire, c'est plutôt de vouloir contraindre un individu à correspondre à ses prédispositions génétiques. Ce que cherchent les masculinistes, c'est à amplifier les différences afin de discréditer l'idéal d'égalité et de réaffirmer des rapports sociaux de pouvoir. Si on incitait les femmes à développer leur combativité, peut-être pourraient-elles mieux se défendre face aux agressions que les hommes leur infligent. Et si les hommes développaient leur empathie, peut-être y aurait-il moins de crimes et de violences conjugales. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode où on parlera de la crise de la masculinité et de la menace potentielle que représenterait le féminisme pour notre société.